Le système scolaire, il y a des bonnes choses dedans, mais pour moi, je pense qu'il est obsolète. On est dans un monde qui va vite. Là, regarde, il y a l'IA qui est arrivée. Il y avait Internet, il y a 20 ans, ça c'était pas connu, on l'utilisait pas. Il y a beaucoup de nouvelles technologies. Tout change, que ce soit le télétravail, l'industrie, les moyens de communication, la mondialisation. Par contre, l'école, j'ai l'impression que c'est la même. Oussama, merci d'être venu sur le podcast. Merci Cyprien, merci à toi pour l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter et me dire ce que tu fais En combien de temps? le plus rapidement possible. D'accord, je m'appelle Oussama, j'ai 31 ans. Je suis entrepreneur et formateur, papa de 2 enfants, et je suis formateur dans les méthodes d'apprentissage. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Du coup, les méthodes d'apprentissage, le monde de l'éducation aujourd'hui, surtout en France. Surtout Oui. en France. Est-ce que du coup, tu peux un peu nous parler de tes méthodes d'apprentissage, de ce que tu as développé, de qui tu t'es inspiré, et voilà tout ça quoi. Ok, très bien. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, j'ai réalisé des études pour faire plaisir à mes parents. Je voulais être l'enfant exemplaire, Comme le plus beaucoup. grand- voilà, comme beaucoup de personnes, le plus grand de la famille, en plus moi l'aîné. Donc école d'ingénieur, j'ai postulé 3 fois pour y entrer. Première fois ils m'ont refusé, une deuxième fois j'avais pas l'alternance, la troisième c'était la bonne. Et malgré tout ça, moitié de parcours j'ai abandonné. Pour moi c'est la plus grosse pour moi c'était vraiment un gros échec, un gros échec. Et à ce moment-là je me suis dit comment ça se fait que j'arrête. Pour le moment je le savais pas encore. 10 ans plus tard, maintenant je comprends. Je comprends que on m'a jamais appris à apprendre. Je comprends qu'à l'école, on nous a demandé d'apprendre, mais on nous a jamais expliqué comment apprendre. Et là, ma vie, elle a fait son cours. Et maintenant, je suis formateur pro parce que je me suis formé aux méthodes d'apprentissage directement chez Mohamed Bouclé, qui lui est une référence en France et en francophonie. Pour ceux qui le connaissent pas, est-ce que tu peux le présenter? Alors lui se considère comme un dyslexique qui est quand même maintenant vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion du monde de mind mapping. Ça fait beaucoup. C'est énorme. Tout ça pour dire que tout est possible. Et lui, donc, il a développé une méthode qui s'appelle la méthode Bouclé. C'est comment apprendre à apprendre, mais avec des techniques pratiques, faciles, utilisables par tout le monde. Donc en fait, il a réussi à vulgariser, on va dire, les neurosciences, comprendre le fonctionnement du cerveau, mais directement avec de la pratique. Ok. Et du coup, tu t'es inspiré de ces méthodes, tu as suivi ça. Il a quoi? Il a une formation, un livre, il a écrit un livre, je crois, tu m'avais dit. Exactement. Tu as pris tout ce que tu pouvais prendre et tu as créé ta méthode, tu peux nous en parler un peu? Alors j'ai pris le maximum. Moi, de base, je le connaissais, mais pour moi, je me suis dit, la lecture rapide, juste la lecture, parlons pas de lecture rapide, c'est pas fait pour moi. Ceux qui me connaissent le savent. Je lisais jamais, j'ai jamais lu avant mes 30 ans. Jamais terminé un livre. Je détestais lire. Et surtout que lorsque je lisais, même pour l'école, je comprenais pas ce que je lisais. Je lisais une page, 2 pages. Je me disais, mais attends, je suis en train de penser à autre chose. Et je revenais en arrière. Je relis la même page. Pareil. Et je me dis, À mais chaque attends, fois. ben, j'étais en train de penser au match de foot d'hier soir. Et donc, je lisais jamais parce que je détestais lire, parce que je comprenais rien. Et donc, pour moi, c'était inconcevable de se former à la lecture rapide, même à la lecture. C'était pas fait pour moi. Par contre, c'est ma mère qui m'a inscrite. Par hasard. Plutôt, elle m'a inscrite sans que je le sache. Elle m'a dit, Oussama, maintenant on doit monter à Paris. Il y a une formation avec Mohamed Bouclé. Je le connaissais de nom, mais je me disais que c'était pas fait pour moi. On a fait la formation. La première formation, c'était sur la mémorisation. Au bout d'une demi-heure, 1 heure, je me suis dit 2 choses. La première, c'est pourquoi on m'a jamais appris ça plus tôt. Et la deuxième, c'est que moi aussi je veux devenir formateur. Et de là, Et de là, j'ai réalisé toutes ces formations. En présentiel, en ligne. J'ai continué, je me suis formé. J'ai appliqué. J'ai commencé à lire. J'ai aimé lire. J'ai aimé lire vite. J'ai aimé apprendre. Après la lecture, il y a le mind mapping, une prise de notes efficace, on en reparlera. Il y a les techniques de mémorisation et il y a la formation sur la gestion du temps. Et ça, c'était incroyable. Parce qu'à ce moment-là, j'avais un pied dans l'associatif. J'étais salarié, manager dans la restauration. J'étais également entrepreneur. Je venais de lancer mon agence de location de costumes. Et je venais de devenir papa. Donc ça faisait beaucoup de choses, beaucoup de casquettes. beaucoup de casquettes. Et donc je me suis dit comment gérer son temps, comment être productif, comment réussir à avancer sur ses projets. Et sa formation sur la gestion du temps est magnifique. Elle m'a vraiment aidé. Du coup, c'est quoi le rapport entre l'apprentissage et la gestion du temps? C'est vrai que la gestion du temps, c'est assez spécial.
dans le sens où on dit comment gagner du temps, mais en vrai, on a tous 24 heures dans une journée. Que ce soit toi, moi, celui qui regarde, Elon Musk, ou quelle que soit la personne, il a 24 heures. Pourtant, il y en a, ils arrivent à faire des choses incroyables, et il y en a, ils n'ont pas fait grand-chose dans leur journée. Donc l'idée, c'est comment être productif, comment gérer son temps pour réussir à faire un maximum de choses en moins de temps. Et là, on peut être efficace. Et du coup, lui, développer ça, cet aspect-là, et comment du coup ça s'associe aussi l'apprentissage avec la lecture rapide. Comment lui, il faisait pour apprendre justement en lisant rapidement, vu que on peut se dire que justement si tu lis lentement, tu vas plus mémoriser un livre que par exemple si tu le lis, si tu le survoles quoi. Exactement. Alors ça, c'est l'a priori que j'avais. Exactement pareil que toi. Et pareil que tous ses élèves, je pense. Il faut savoir qu'il a accompagné et formé plus de 20 000 élèves. Et tous sont satisfaits. Et ils ont mis en pratique. Et ils ont eu des résultats. Et donc c'est vrai on pourrait penser que si on lit vite, on comprend moins. Si on lit vite, on va pas retenir. Si on lit vite, on va survoler. Donc c'est faux. Parce qu'en fait, de base, normalement, la lecture rapide, c'est la lecture normale. Et à l'école, on nous a juste appris à lire lentement. On nous a appris à lire en maternelle, début primaire, et à la fin, normalement, on a gardé le même niveau. Normalement, un élève de CM2, aujourd'hui, il a le même niveau qu'un adulte. Parce qu'après, il n'y avait pas d'autres apprentissages, pas d'autres techniques. Et parce que moi de ma perspective, la lecture rapide, c'est un peu comme, tu sais, si quand tu cherches une info sur Google, tu tapes et que tu vas sur un site et tu sais, tu survoles le site et juste tu cherches l'info et tu oublies tout. Et tu cherches l'info que tu as cherché. Et est-ce que du coup la lecture rapide, c'est un peu comme ça? Tu es presque. Ça ressemble quand même. Ouais. Mais en fait, c'est une bonne technique parce que finalement, tu cherchais une information, tu allais sur Google. Ouais. Donc tu savais que de base, toi, tu cherchais une information. Tu n'es pas allé sur Google par hasard. Cette information, tu l'as conscientisée et tu es allé rapidement trouver l'information sur une page. Tu as trouvé, tu as fini. Donc tu as fait une recherche d'informations rapide. C'est quasiment le même principe en lecture rapide. Sauf ce qu'on va faire, on va pas chercher une seule information, mais une dizaine. Avant même d'aller sur ton site internet, tu vas te dire qu'est-ce que je peux trouver. Avant de lire un livre, on va se poser 10 questions. Par rapport à moi actuellement, ce que je cherche. On parlait de gestion du temps. Je vais prendre un livre sur la gestion du temps. Je veux savoir comment optimiser mon temps, savoir quel est le meilleur moment pour apprendre. Est-ce que si on diminuait mon sommeil, c'est une bonne chose? Quelles sont les lois de productivité ou 2 lois de productivité? Tu te poses quelques questions en faisant un travail de prélecture. Ça veut dire que tu vas commencer à lire l'introduction, la conclusion, la table des matières, feuilleter un peu le livre. Tu prépares tes questions et ensuite tu utilises les techniques et les outils de lecture rapide pour retrouver rapidement l'information. Et là, tu ressors avec les réponses à tes 10 questions, alors que 95% des gens vont lire un livre et vont retenir rien du tout. Du coup, il faut lire le livre dans l'objectif de. Enfin, en sachant un peu ce que tu vas retrouver dedans, c'est ça? Exactement. J'imagine qu'il faut lire un peu des synopsis avant, c'est ça? Genre lire la troisième de couverture, c'est le dos, c'est ça? Non, la quatrième. Exactement. Première, Ouais, quatrième, la quatrième. la table des matières. Ouais, En fait, tu commences même par lire la conclusion avant de lire le livre. ouais, c'est ça. En fait, tu gâches un peu d'un côté, tu gâches la beauté du livre, mais c'est plus optimal pour toi, quoi. C'est ça. Exactement. Parce qu'on le voit et on l'utilise pour des lectures dites d'apprentissage. Oui. Tu vas pas lire un roman comme ça, j'imagine. Exactement. C'est comme tu regardes un film ou une série, tu commences par le dernier épisode. Oui. Tu sais, on te l'a spoilé, il n'y a plus d'intérêt à regarder. Donc tu vas pas utiliser les techniques de lecture rapide pour lire un roman ou une BD. Il n'y a pas d'intérêt par rapport à ça. Et du coup, toi, est-ce que tu trouves quand même un plaisir encore à lire des livres, genre des romans, ou même des livres de développement personnel, ou juste tu survoles tout en lecture rapide? Alors, c'est pas forcément survolé, mais je prends du plaisir dans les deux. Et Ouais. j'ai découvert le plaisir de la lecture après ces formations. Ça fait 1 an et demi que j'ai commencé à lire. Avant ça, j'étais pas un lecteur, pas du tout même. Donc, il y a 2 types. On va dire les lectures plaisir, les romans. Ça, je lis principalement ça le soir, tranquillement, allongé sur mon canapé. Voilà, je lis mon roman sans technique de lecture rapide. En tout cas, presque. On en utilise un, parfois le guide visuel. C'est tout ça, c'est pour aider. Mais je prends du plaisir. Et après, pour les livres dits d'apprentissage,
il y a une autre posture. Là, je vais me mettre sur une table, sur un bureau, avec une bonne lumière, une bonne posture, le matin, ou même l'après-midi, mais vraiment le matin, c'est le mieux. Et là, je vais utiliser toutes les techniques, je vais lire vite, en cherchant d'abord mes questions, et là, je vais chercher les réponses. Et la satisfaction, elle est sur le fait que tu as lu rapidement un livre, peut-être en une semaine, tu l'as terminé, en une journée, tu l'as terminé, et tu as trouvé les réponses à tes problématiques actuelles. Après, tu passes à autre chose. Donc, tu es content. Tu as gagné du temps, tu as appris, et c'est une certaine satisfaction. Quand tu apprends quelque chose, tu es content, tu es fier de toi. Et du coup, toi, comparé à quelqu'un de normal qui va lire un livre normalement, euh, ça sera quoi le pourcentage de rétention d'informations, par exemple, comparé à une lecture normale? Ou même toi-même qui va le lire normalement et lire un autre livre en lecture rapide. Ça sera quoi la différence concrètement, quoi? En vrai, déjà, il y a la vitesse de lecture qui va augmenter. Et après, sur le taux de rétention, généralement, on reste au même. Pour travailler le taux de rétention, on a des techniques sur la concentration et la mémorisation. Ce qu'on fait juste avant de lire. Par exemple, la cohérence cardiaque, le fait de réfléchir, de respirer, de visualiser, de dire qu'on est capable. Tout ça, ça aide à la concentration. Si je te prends un exemple, c'est comme... t'as le permis, tu viens d'avoir ton permis. Si tu conduis une Clio ou si tu conduis une Formule 1, il va y avoir deux choses différentes. Si tu conduis ta voiture et que tu es dans les bouchons, surtout à Lyon, est-ce que tu vas être concentré? Pas forcément. C'est à ce moment-là qu'on prend le téléphone. Tellement tu roules lentement, tu vas regarder à droite, à gauche, qu'est-ce qui se passe, tu réponds aux messages, tu remarques beaucoup de choses. Tu n'es pas forcément concentré. Généralement, la plupart des accidents, ils arrivent à ce moment-là. Tu tapes celui qui est devant parce que tu fais autre chose. Si tu conduis une Formule 1, tu es sur un circuit, tu roules à 200 km/h, même plus, tu es focus, tu es en état de flow, tu es concentré. Parce que la moindre erreur, elle peut être fatale. Et en fait, c'est cette même concentration que tu as dans la lecture rapide. Tellement tu vas vite, tu es focus, concentré sur ce que tu lis et tu retrouves les informations que tu cherches. Du coup, ça demande beaucoup de concentrer toutes tes capacités cognitives. Du coup, ça utilise beaucoup d'énergie, j'imagine, non? Exactement, c'est ça. Ouais. On va mettre toute notre énergie, toute notre attention, notre concentration sur ce livre. Donc vraiment, on va rentrer en état de flow. Pareil qu'un professionnel des jeux vidéo, qu'un geek, lorsqu'il est en train de jouer, il est concentré. Tu peux lui parler, il peut avoir du bruit à côté, il va pas faire attention. On est dans ce même état-là lorsqu'on lit, en lecture rapide, et on va tout faire pour rentrer dans cet état-là. Et du coup, tu vas lire un livre en combien de temps comparé à une lecture normale? Généralement, au minimum, on double sa vitesse de lecture. Lors d'une formation, lorsqu'on commence en une journée de formation, on a doublé sa vitesse de lecture. Généralement, la plupart, on est entre 100 à 200 mots par minute. On va dire que c'est être lecteur lent. Lorsqu'on double, donc on peut être à 400 mots par minute. À partir de 500, on est considéré comme un lecteur rapide. Et donc, c'est là où un livre qui te prend normalement, sans t'arrêter, 6 heures, là, tu peux le lire en 3 heures, voire en 2 heures. Est-ce que tu peux lire 2 fois plus de livres? Ou justement, ça utilise trop d'énergie, du coup, t'es mort au bout du livre? Ou tu peux encore continuer? Tu peux lire plusieurs livres. Après, l'objectif, c'est pas de lire pendant toute une journée. Tu lis à des petits moments, tu peux lire 25 minutes par jour, 10 minutes par jour, 1 heure. À toi de voir. Sauf si tu te prépares au championnat de France ou au championnat du monde de lecture rapide. Ça, c'est autre chose. Mais oui, ça te fait gagner du temps et tu peux relire un autre livre. Tu peux lire des livres sur le même domaine. Comme ça, tu peux croiser les informations. Donc ça, c'est pour des livres, mais tu peux aussi l'utiliser lorsque tu travailles. Si dans ton travail, dans ton métier, tu as plusieurs documents, plusieurs mails, plusieurs notes techniques, eh ben, tu vas lire très rapidement. Si tu es étudiant, c'est magique. Mais les étudiants, ils doivent utiliser la lecture rapide, vraiment. Tu es étudiant en droit. Imagine tous les textes que tu dois lire, c'est des pavés. Et tu dois trouver des informations importantes. Étudiants en médecine, ils ont énormément de textes. En plus, ils ont beaucoup de choses à retenir. Donc, ils se doivent d'utiliser ces méthodes-là. Collégiens, lycéens, c'est des choses qu'on ne nous a pas apprises. On se doit d'apprendre, les utiliser. Ça peut vraiment être un vrai plus, que ce soit pour le brevet, le bac. Bac de français. Moi, c'était une galère, le bac de français. Je te donne pas la note parce que c'est filmé, mais c'est une catastrophe. Je lisais très lentement et je comprenais pas ce que je lisais.
avec des méthodes de lecture rapide, tu te prépares. En fait, tu te poses les questions qui vont te poser avant même de les avoir. Et tu vas lire rapidement pour trouver les informations dans le texte. C'est quasiment sûr d'avoir une bonne note. Ouais. Du coup, tu peux l'appliquer dans ta vie de tous les jours, quoi. C'est pas juste pour des livres que tu vas lire par-ci par-là. C'est ça? Exactement. Il y a les livres dits d'apprentissage, on l'utilise dans la lecture. Mais moi, ce que je trouve magnifique, c'est que je peux l'utiliser, pas forcément dans la lecture, mais aussi dans tout. Je regarde une vidéo, une conférence, une vidéo qui m'intéresse parce que j'ai envie d'apprendre quelque chose. Je veux, par exemple, une vidéo sur l'intelligence artificielle adaptée à la gestion du temps. Avant même de regarder, je vais me poser quelques questions. Donc en fait, la lecture rapide, c'est tout un état d'esprit. C'est une méthodologie. Je vais me poser des questions avant même de regarder la vidéo. Lorsque je la regarde, je la mets en accéléré en x2. Je peux même avancer si besoin. Il y a des passages peut-être que j'ai pas besoin de regarder. Et je trouve mes informations. Je réponds à ce que je voulais. J'ai l'information. Donc c'est vraiment utile. Ouais. Est-ce que tu dois être dans ta bulle pour faire ça? J'avais vu une vidéo de championnat du monde, je crois, c'était il y a longtemps. Et ils étaient là avec des casques et tout, ils étaient à fond vraiment dans le truc. Faut être en état de flow, quoi, c'est ça? Exactement. Et être dans sa bulle, Mm. c'est très puissant pour être en état de flow. En fait, pourquoi on met des écouteurs ou un casque? Souvent, on met des bruits blancs. Moi, je mets tout le temps un bruit blanc, tout le temps le même en plus. Les bruits blancs, c'est juste un bruit naturel ou un fond sonore qui te coupe de l'extérieur. C'est pas de la musique. La musique, ça c'est faux. Travailler avec de la musique, t'es étudiant, tu mets de la musique, ça fait diminuer tes capacités. Tu auras une mauvaise concentration, des mauvais résultats. Par contre, avoir des bruits blancs, c'est être dans sa bulle, comme tu as dit. Quelqu'un qui passe, tu l'entends pas. Une fenêtre ou une porte qui claque, tu l'entends pas. Tu es vraiment dans ta bulle, tu es en état de flow et tu es concentré. Donc ça aide vraiment à être focus. Ok. Et du coup, on va parler maintenant de l'apprentissage un peu. En quoi justement ça t'aide sa formation par exemple, elle t'a appris sur des méthodes d'apprentissage, des trucs de palais mentaux, des trucs comme ça? Alors là, on parlera si tu veux après de la mémorisation. Ouais. C'est là où on va utiliser les techniques de mémorisation, dont le palais mental, qui est incroyable. Mais moi, concrètement, dans quoi ça m'a aidé, la lecture rapide, le mind mapping, la mémorisation et la gestion du temps, c'est que moi, je suis entrepreneur et en même temps papa. Lorsque tu entreprends, tu as besoin d'apprendre énormément de choses. Je me rappelle, il y avait une vidéo d'un millionnaire entrepreneur qui expliquait les 10 choses, les 10 compétences clés pour être un bon entrepreneur. Donc il y a beaucoup de choses, savoir déléguer, il y avait le fait de réussir à travailler, gérer son temps. Mais la première chose, c'était apprendre. À la fin de la vidéo, la première chose, il disait apprendre. Donc il faut réussir à apprendre. Quand tu es entrepreneur, il faut que tu apprennes un peu de tout. Un peu de comptabilité, un peu de gestion humaine, un peu de finance, un peu de commercial, un peu de marketing, un peu de communication. Donc tu dois apprendre. Et la lecture rapide, ça me permet d'aller trouver des informations et d'apprendre ces différents domaines. Pour mon cas personnel, pour mon business de base qui était l'agence de location de costumes, j'ai besoin d'apprendre tout ça. Donc c'est dans ça que je l'utilise. Et je te dis, je suis également papa. Et moi, pour moi, l'éducation, elle est primordiale. Et donc je dois lire des livres pour apprendre à éduquer mes enfants, à être un bon père de famille. Et donc là aussi, je vais lire pour m'enrichir. Donc en fait, l'apprentissage, on doit l'avoir tout le temps. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui a adoré l'école. Il y en a, ils aiment bien l'école. Il y en a, ils n'aiment pas forcément l'école. Moi, ce que je dis, quel que soit, tu as droit de ne pas apprécier l'école, de ne pas aimer l'école. Mais tu te dois d'aimer apprendre. C'est deux choses différentes. Apprendre par soi-même, chercher l'information. Dans les livres, il y a tout. C'est une mine d'or, lire. Justement, en parlant du système scolaire, qu'est-ce que tu lui reprocherais, surtout en France actuellement? Le système scolaire, il y a des bonnes choses dedans. Mais pour moi, c'est mon avis personnel, je pense qu'il est obsolète. Je pense qu'on est dans un monde qui va vite. Où là, regarde, il y a l'IA qui est arrivée. Il y avait Internet, il y a 20 ans, ça existait, c'était pas connu, on l'utilisait pas. Il y a beaucoup de nouvelles technologies. Tout change, que ce soit le télétravail, l'industrie, les moyens de communication, la mondialisation. Par contre, l'école, en tout cas en France, je connais que cette école-là, j'ai l'impression que c'est la même. L'école, mes parents, lorsqu'ils étaient à l'école, moi ou maintenant les plus jeunes, j'ai l'impression que ça n'a pas changé. Les méthodes d'apprentissage sont restées les mêmes. En fait, on nous demande juste d'apprendre, de mémoriser, un peu bêtement, d'être dans un apprentissage passif. On ne va pas chercher l'information.
On peut pas rester toute une journée, t'es enfant, tu peux pas rester assis toute une matinée, toute une journée. Tu vois les lycéens maintenant, ils passent une journée complète avec énormément d'informations. Il y a juste le prof qui parle, eux ils recopient, c'est même pas une prise de notes efficace, hein, c'est juste, ils recopient. Et après ils ont 3-4 heures le soir de travail à la maison, de révision. Pour moi c'est pas la bonne solution. Je dis pas que j'ai la bonne solution, je dis juste qu'il y a d'autres pays où ils utilisent d'autres méthodes. Tu vois, en Allemagne ou dans les pays du Nord, en Finlande, Suède, Norvège, pourquoi dans certains pays, ils commencent l'école à 7 heures du matin, très tôt, à midi, ils ont fini, à 15 heures, ils ont fini. L'après-midi, elle est faite pour faire du sport, pour faire des activités artistiques. Et ils n'ont pas de devoirs à la maison. Et au final, ils ont les meilleurs résultats à travers le monde. Pour moi, il faut revoir le système scolaire. Ouais, de A à Z. Beaucoup de choses en tout cas. Ouais. Et c'est pas la faute des profs. Ils font ce qu'ils peuvent. La plupart des profs, il y en a, c'est une véritable passion. Après, il y en a, ils ont de la pédagogie, il y en a, ils n'ont pas forcément de pédagogie. Mais il y a quelque chose à changer à l'école. Et donc, en fait, toutes ces méthodologies-là, on doit les prendre à l'extérieur. On doit apprendre à l'extérieur pour mieux réussir à l'école. Le problème, c'est qu'en fait, il y a tout qui a évolué en dehors de l'école, sauf l'école, qui s'est pas adapté au monde extérieur, quoi, c'est ça. C'est exactement ça. Pour moi, c'est ça. Ouais. Ok. Et du coup, toi, tu changerais quoi, par exemple, en termes de... Pour que l'apprentissage soit plus optimal? Qu'est-ce que tu changerais? T'enlèverais les devoirs? Oui, Comme déjà. ça ouais, la base. Les devoirs, voilà. Si vraiment demain j'ai ma propre école, Ouais. les devoirs, je les enlève pour plusieurs raisons. Mais une raison déjà simple, c'est qu'on est censé apprendre à l'école, pas à la maison. En tout cas, c'est le but de l'école. Et surtout que à l'école, il y a une certaine justice. Tous les enfants, tous les élèves, bah, ils ont les mêmes droits, ils ont les mêmes chances. À la maison, il y en a, ils peuvent travailler. Il y en a, ils n'ont pas de quoi travailler. Il y en a, ils n'ont pas de chambre. Il y en a, ils n'ont pas de bureau. Il y en a, ils sont trop à la maison. Il y en a, ils n'ont pas de maison. Donc pour moi, le devoir maison serait à bannir. Et ce que je mettrais en place, c'est travailler principalement le matin et pas l'après-midi. On a les cycles circadiens, donc c'est notre horloge interne. C'est notre rythme physiologique, notre rythme biologique qui prouve qu'on est productif le matin. Et que l'après-midi, on n'est pas fait pour travailler. En tout cas, pas pour utiliser vraiment notre cerveau. Le plein potentiel, il est le matin. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à concentration maximum, l'attention diminue au bout de 25 minutes. Faire des pauses toutes les Il faut faire 30 des minutes, pauses. Toutes les 25 minutes, on fait des pauses. Pour moi, ça, c'est la méthode Pomodoro. Elle est très puissante. Elle est vraiment magnifique. Elle est complète. Moi, j'utilise celle-là au quotidien. Que ce soit en formation ou moi, personnellement, je l'utilise. Tu travailles 25 minutes, tu prends 5 minutes de pause. Tu travailles 25 minutes, tu prends 5 minutes de pause. Il y a beaucoup de bienfaits, on pourrait en parler longuement. Mais c'est ça que je mettrai en place. Et pour des enfants, c'est même pas 25 minutes, c'est 15-20 minutes. Voire 10-15 minutes. Ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de se lever, ils ont besoin de respirer. Tu peux pas leur demander de rester assis pendant 2 heures. Oh, les cours de français pendant 2 heures, c'est une souffrance. C'est une souffrance. Quand moi je l'ai pris pour une souffrance, mais vraiment, pour moi c'était de la torture. Comment tu veux qu'après j'aime lire un livre? Ça va me rappeler les cours de français. 2 heures d'une matière, parfois c'est trop. C'est trop comme ça, à la suite c'est trop. C'est des blocs. Ça dégoûte en fait de l'école, ça dégoûte de l'apprentissage, ça dégoûte des professeurs. Alors pour moi, normalement, un professeur, c'est la personne qu'on devrait vraiment respecter. Quelqu'un qui partage du savoir, c'est une personne qu'on devrait respecter. Mais voilà, toute cette ambiance, ce système fait que généralement, on n'aime même plus nos profs. Limite, on les déteste. Parce que on a l'impression que c'est eux qui nous torturent. Alors qu'ils font leur travail et de base, ils sont là pour partager du savoir et c'est noble, c'est beau. En fait, c'est que le problème, il est trop ancré quoi, dans la société. C'est trop à des hauts niveaux, genre c'est les hauts fonctionnaires qui peuvent changer ça, mais ils n'en ont pas conscience qu'en fait. Mais il y a des écoles privées, hein. Il y en a, ils ont monté Oui. des écoles privées. Par exemple, il y a les écoles Montessori. Bon, il y a du bien, du moins bien, on peut avoir plusieurs avis dessus. Mais dans les écoles privées, généralement, il y a des meilleurs résultats parce qu'on va mettre en place des choses où le directeur, par exemple, il est conscient que ça fonctionne. Des bonnes pratiques, des bonnes méthodes. Donc, moi, l'objectif, c'est quand même de partager la méthode Boclé, de la faire rayonner, vraiment pour qu'on l'utilise. La génération qui arrive, les jeunes qui sont là, en fait, c'est des pépites. Ils ont énormément de potentiel. C'est juste qu'on n'arrive pas à leur montrer dans quoi. Ils ont plus confiance en eux. On a beau critiquer la société, mais en vrai, on peut changer soi-même. Moi, je suis pour, si on veut vraiment
qu'une société elle change, il faut d'abord changer soi-même, individuellement. On change nous-mêmes et après on va changer les autres, les enfants, notre entourage. Si tu veux apprendre à quelqu'un quelque chose, déjà fais-le toi-même. Je t'ai dit maintenant que je suis papa, je le comprends mieux. Moi je veux que mes enfants ils lisent, donc je commence par lire. Je veux qu'ils fassent du sport, donc je commence par faire du sport. Et donc pour moi ça fait partie de l'éducation et l'école elle est là pour l'instruction et elle devrait se calquer un peu sur ce modèle. Hmm. C'est mon point de vue. Et toi, tu mettrais en place un peu des ateliers de lecture rapide, tout ça, dans toutes les écoles? C'est une bonne question. Moi, la lecture rapide, pour moi, elle est adaptée et, à partir du collège, Hmm. pas à l'école primaire. Pourquoi? Parce que en fait, la lecture rapide, ça utilise une mémoire spéciale qui est la mémoire sémantique. C'est notre bibliothèque intérieure. Donc il faut déjà engranger pas mal de mots, pas mal de vocabulaire pour Ouais. utiliser la lecture rapide. À l'école primaire, on va commencer par un apprentissage de lecture syllabique. Où on va apprendre des sons. Des sons, ça va être des lettres. Plusieurs lettres, ça va donner un mot. Et donc on apprend comme ça et c'est normal. Mais pour moi, à partir du collège, il faudrait mettre l'apprentissage de la lecture rapide. Hmm. Et j'imagine dès le plus jeune âge aussi des trucs de palémentaux, des trucs comme ça, pour mieux apprendre, quoi. Alors ça, c'est les techniques de mémorisation. Ouais. Il y a le palais mental, on l'entend souvent. Il faut savoir qu'il est utilisé par tous les champions de mémoire. C'est Par- quoi concrètement, pour ceux qui connaissent pas? Concrètement, le palais mental, si tu vas prendre une pièce, par exemple tu prends le salon chez toi. Ton salon, tu le connais. Tu sais où elle est la porte d'entrée. Tu connais où il y a le canapé, où il y a la télé, où il y a peut-être un certain meuble. La décoration, tu le connais. Donc en fait, tu vas fermer les yeux, tu vas visualiser cette pièce et tu vas poser des informations sur chaque endroit. Et on va utiliser la spatialisation. Et ça, c'est un outil de mémoire puissant parce que ça va utiliser l'hippocampe, qui est lui le GPS intérieur, responsable, qui est en partie responsable de notre mémoire. Donc lorsqu'on on place des informations, on va les retrouver comme si on se déplaçait dans notre salon. On va aller vers la porte. Ah oui, là j'avais posé cette information-là. Vers le canapé, j'ai posé ce mot. C'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai donné une formation cette semaine sur la mémorisation en Zoom tous les matins, sur 4 jours. Il y en avait une, Sonia, elle connaissait de nom le palais mental. Mais elle me disait, c'est pas fait pour moi, jamais je vais l'utiliser. Et lorsqu'on a fait le test, elle a remarqué qu'elle mémorisait, mais vraiment de manière incroyable. Instantanée, t'as appris, donc c'était la mémoire court terme, elle l'a placée dans le palais mental, ça devient une mémoire long terme. Là, je lui posais la question, il y a 2 jours, je lui dis, il y a quoi entre le palier et la salle de bain? Elle va te dire qu'il y avait un escargot. Là, tu dois rien comprendre, tu dis, qu'est-ce qu'il dit? Mais parce qu'on a visualisé des mots, des objets, et en fait, ça reste. À vie, on s'en rappelle. Il faut construire une phrase après, du coup, avec les objets, qui n'a aucun sens, j'imagine. Tu peux, c'est mieux quand ça a un sens. En fait, Ouais. c'est la méthode des liens. Donc l'idée, c'est de mettre une histoire, de raconter une histoire. En fait, raconter une histoire, c'est très puissant parce qu'on se rappelle mieux des histoires que des mots ou que des chiffres. Et on va après la visualiser parce qu'une image, c'est encore plus de sens. On se rappelle encore mieux lorsqu'il y a une image. Après, on rajoute de l'émotion. Parce qu'il y a de l'émotion, ça ancre encore mieux. Et après, ouais, on raconte une histoire et ça nous aide à trouver le lien entre les mots ou entre ce qu'on veut apprendre. Que ce soit une définition, les 10 derniers présidents, ce que tu veux, des capitales, beaucoup de choses. C'est ça qui est utilisé pour le championnat du monde de mémorisation, je crois, où il y a une suite de chiffres ultra longue. C'est ça qu'ils utilisent, c'est ça? Ils l'utilisent en partie, ils utilisent en tout cas, dès qu'il faut mémoriser des choses importantes et en grande quantité, on utilise le palais mental, mais ils utilisent aussi d'autres techniques. Par exemple, l'association, lettres, l'association chiffres, sons. En fait, comment ils font pour retenir par exemple les 100 décimales de pi? Ils vont se dire que un chiffre, c'est l'équivalent d'un son. Avec le son, ils vont faire un mot. Et en fait, ils vont se raconter une histoire avec des mots. Et à chaque fois, ils vont prendre le premier son de chaque syllabe, ça représente un chiffre. Donc en fait, lorsqu'ils disent une phrase, avec peut-être 5 mots, c'est l'équivalent d'une dizaine de chiffres déjà mémorisés. Tu pratiques ça, la mémorisation? Je le pratique au quotidien, je le pratique plus pour ce qui me plaît, ce qui m'intéresse. Et en fait, une fois qu'on a pris les méthodes, en fait, il y a 2 cas. Soit on peut le faire pour des championnats, où là, on va tester. C'est vraiment du haut niveau, on va tester notre mémoire. Soit on l'utilise dans notre quotidien pour mémoriser ce qu'on apprend, mémoriser des concepts, mémoriser ce
donc, ce qu'on a vraiment besoin, tu vois, ce qui est utile. Moi, j'utilise plus, voilà, pour savoir ce qui est utile dans mon travail, dans mon business, dans mes formations, ce que je recherche à apprendre. Hmm. Mais tu vois, moi, par exemple, j'ai du mal à me souvenir des prénoms. Comment on fait ça? Ça, Comment on résout ça? C'est la classique. c'est classique, ouais. On est nombreux à pas se rappeler des prénoms. Il y a beaucoup de choses. La première chose, elle paraît simple, voire très facile, mais elle est primordiale, c'est l'intention. Avoir l'intention de mémoriser. Tu vois, lorsqu'on s'est rencontrés, tu vas me donner ton prénom. Parfois, tu vas entendre un prénom et peut-être tu l'as mal entendu déjà, donc c'est un autre problème. Et tu t'es pas dit, ce prénom, il faut que je le mémorise, avant même qu'il te le donne. Alors maintenant, la première chose à faire, c'est l'intention de se dire, là, il va me donner son prénom, et ben, je dois le mémoriser, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir que le cerveau, il efface. Le cerveau, toutes les nuits, tous les soirs, il efface ce qui n'est pas important. Donc là, tu lui envoies juste un signal, tu lui dis là, son prénom, il est important. Ça, c'est la première chose, c'est l'intention. La deuxième, c'est l'association. On va associer une nouvelle information, donc un nouveau prénom, à peut-être un prénom que tu connais déjà. Ou il va te faire penser à un objet ou à un mouvement ou à quelque chose que tu connais. Par exemple, moi, tu m'as dit que tu t'appelais Cyprien. Bah, là, direct, tu te souviens. Comment j'ai fait pour retenir ton prénom de la Toi, c'est première pareil, fois? Oussama Hamar. Voilà, par exemple. Ouais, Voilà, toi, tu l'as associé à Oussama Hamar. ouais. Un plus ancien, il l'aurait peut-être associé au 11 septembre. Hmm. Ceux qui connaissent, ils vont l'associer. Moi, Cyprien, il m'a fait penser à un ancien youtubeur. Quand j'étais plus jeune, collège, lycée, plutôt lycée, Oui, il y en avait un, voilà, Cyprien. C'était le premier Cyprien que je connaissais. Donc je l'ai associé. Et après, je peux rajouter vraiment, pour mieux mémoriser, un ancrage fort, c'est une visualisation, une image. C'est une image mentale. Mais j'ai vu, en plus, la tête de Cyprien. Donc maintenant, pour moi, toi, t'es Cyprien. Tu t'appelles Cyprien, je vais me rappeler comme ça. Bah oui. Moi, souvent, en fait, dès que j'oublie, c'est juste que c'était inconscient, en fait, mais quand il me l'a dit, j'ai fait OK, quoi. J'ai pas eu l'intention, comme tu dis, de mémoriser le prénom, quoi. Juste, il me l'a dit, il est parti, quoi. Voilà. L'intention, elle est Ouais, primordiale, c'est ça. elle est vraiment forte. Et après, il faut se le répéter. Une fois qu'il te l'a dit, après 10 minutes, tu te redis, c'était quoi d'abord déjà son prénom? Ah ouais, c'était Cyprien, c'était ou un autre prénom. Et là, ça revient. Et en fait, la répétition ancre l'information. Tu le fais après 10 minutes. Là, pour un cours, hein, là, c'est un prénom, c'est facile. Oui, ça marche Mais pour pour tout. un cours, tu regardes ton cours, 10 minutes après, tu relis. Tu relis, ça prend 2 minutes de relire un cours. Pas d'apprendre, hein, juste de le relire, ça prend 2 minutes, entre 2 et 4 minutes. Le lendemain, restitution, correction. Tu prends une feuille blanche, tu dis attends, je me rappelle de quoi. Tu essaies de noter et ensuite tu corriges avec tes notes. Tu fais après une semaine, après un mois, c'est bon, c'est ancré à vie dans l'information. Il y a une méthode comme ça, je sais plus comment elle s'appelle, bah, les étudiants en médecine, tout ça, ils utilisent ça. C'est par exemple 3 jours après, tu vas relire ton cours, ensuite 4 jours après, ou il y a un truc comme ça, je sais pas comment ça C'est s'appelle. ça, c'est une fois que déjà tu as appris, il faut d'abord apprendre. Ouais. Et après, c'est la révision espacée. C'est-à-dire, Mm. tu reviens, tu redonnes l'information au cerveau. Et le cerveau, il fonctionne comment? Il a des neurones, des synapses, des neurotransmetteurs. En fait, il faut s'imaginer, c'est comme une forêt avec beaucoup d'informations. Et il faut passer d'un point A à un point B. Il faut qu'il lui envoie l'information. Plus tu le stimules, plus il prend l'habitude, plus le chemin il va devenir clair. Et le chemin, ça va devenir une route. La route, ça va devenir une autoroute. Et l'information, elle va passer très rapidement. Et là, tu te rappelles de tout. Tu me posais la question sur les prénoms. Moi, il y a un petit tips en plus. Pour éviter d'oublier des prénoms. Et en plus, ça fait toujours plaisir à la personne. C'est à chaque fois que tu vois quelqu'un, tu lui serres la main, tu lui dis bonjour. Tu ne dis pas juste bonjour, tu dis bonjour Cyprien. En fait, à chaque fois, moi, je croise un ami, je redis le prénom. Comme ça, en même temps, ça ancre l'information. Et lui, il sent que c'est une salutation personnalisée. Tu vois, quand je te dis bonjour Cyprien ou juste bonjour, c'est pas la même chose. Ouais. Est-ce que tu vas te souvenir aussi de conversations que tu as eues il y a longtemps, genre tu fais l'effort quotidiennement de te souvenir de tout pour rien oublier ou... Dans tous les cas, on va supprimer. On a une mémoire Oui. sélective. Donc, ce qui est important, on va faire en sorte de le garder. Vraiment, déjà, la première chose, c'est l'intention. Et ensuite, si tu veux vraiment te souvenir, par exemple, toi, il y a des choses, tu te souviens, c'est sûr. Là, si je te mets une photo, une image de Emmanuel Macron à la télé et qui dit nous sommes en guerre. Est-ce que tu te rappelles c'était quelle date? Non. Eh La ben, date, non. la date, la dernière fois je lui ai posé la question, il y en a qui s'en rappelaient. Ah oui, la date carrément. La date, Ah ouais. pourquoi? Il m'a dit que c'était le 17 mars 2020.
Je me souviens du moment, mais pas de la date, hein. Du moment. Est-ce que tu te rappelles où est-ce que tu étais quand tu l'as Oui, entendu? bien sûr. Dans le salon, bien sûr. Tu te rappelles, il y avait qui avec toi, tu te rappelles? Oui, oui. On se souvient des éléments, en fait, des trucs comme ça. Et est-ce que tu te rappelles du 17 mars 2024? Non, 2025. 17 mars, t'étais où? Bah, tout de suite, non. Bah, oui, Parce qu'il n'y avait pas d'émotion, il n'y avait pas de quelque chose de fort. Et donc, pour retenir, l'autre chose, c'est de rajouter de l'émotion. Il y a plusieurs émotions, hein. Mais lorsque tu rajoutes de l'émotion, ça ancre l'information encore plus. Tu t'en rappelles. Tu vois, parfois, on se rappelle d'un événement fort qui peut être joyeux, triste, dégoûtant, quelle que soit l'émotion, mais ça aide à se rappeler vraiment du moment. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, ce que tu enseignes aux gens? C'est ce dont tu nous as parlé là, ou c'est d'autres choses? Ouais, c'est principalement ça. Ouais. Pour moi, je me considère même pas comme un professeur ou un formateur ou un enseignant. Je me considère juste comme quelqu'un, comme un étudiant qui veut apprendre, qui a appris quelque chose et qui souhaite le partager. Pour moi, c'est important de le partager. Et donc, moi, ce que je propose, c'est en vrai, pour le moment, c'est les mêmes formations de Mohamed Bouclé. Je me suis formé chez lui. Je me suis même formé pour devenir formateur. Donc, c'était 6 mois intensifs, vraiment très intensifs, avec lui directement. Et maintenant, je suis certifié formateur à la méthode Bouclé. Et je partage donc ces formations, notamment sur 4 modules. La première qui est la lecture rapide. Deuxième, c'est le mind mapping, ou en français carte mentale, ou carte heuristique, on peut aussi dire. Troisième, c'est les techniques de mémorisation. Et quatrième, c'est la gestion du temps, pour éviter de procrastiner et toujours remettre au lendemain. Ces formations, je les propose soit en distanciel, à travers un format Zoom, soit en présentiel, ici à Lyon, sur une journée complète, immersive, pour apprendre à apprendre. On n'a pas parlé du mind mapping. C'est quoi? Ça n'a rien à voir avec le palais mental? Mind mapping, c'est entre les deux. En fait, Ouais. on va dire, il y a une suite logique. Généralement, pour apprendre quelque chose, on va la lire. Ensuite, on doit prendre des notes et ensuite, on doit la mémoriser. Le mind mapping, c'est celle du milieu, c'est prendre des notes. Moi, au lycée, on m'avait demandé de faire des cartes mentales, mais j'ai jamais accroché, quoi. À chaque fois, c'était un effort. Du coup, je sais pas si. Je sais qu'il y a différents types de mémoire visuelle, tout ça. Peut-être c'est pour tout le monde, ou comment ça marche ça? Déjà, ce qui me surprend, c'est que déjà au lycée, on t'a demandé de faire une carte mentale, de dessiner ou de prendre des notes sous forme de carte mentale. Moi, au collège-lycée, j'en avais jamais entendu parler. En fait, j'en avais vraiment jamais entendu parler jusqu'à la formation. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu des apprenants récemment qui m'ont dit qu'ils l'ont vu au collège, qu'ils l'ont vu au lycée, mais qu'ils l'ont pas vu comme nous on la met en pratique. Donc, déjà, c'est une bonne chose en vrai. C'est que déjà, il y a cette notion de prendre des notes sous forme de carte mentale. Les cartes mentales, c'est quoi? C'est une méthode de prise de notes efficace, où on va résumer tout un chapitre, tout un cours, toute une vidéo, tout un livre, toute une prise de parole sur une seule feuille blanche en format paysage, avec au centre le cœur de l'information, et on met des branches organiques, un peu comme une arborescence, où on va poser des mots, juste des mots-clés en majuscules, et des dessins, et ça va nous permettre de mémoriser et de retenir énormément d'informations. En fait, c'est le fonctionnement naturel et normal du cerveau. Le cerveau, il fonctionne comme ça. Dans le cerveau, lorsqu'il fonctionne, il n'a pas tout dans l'ordre. Notre cerveau, il n'est pas fait pour que tout soit un après l'autre. Comme du codage, par exemple, en informatique. Parce que sinon, c'est comme une prise de parole en public. Tu vas réciter ton cours. Si à un moment, tu te bloques, c'est ce que tu as appris par cœur, tu n'as plus la suite. Alors qu'avec une carte mentale, même si à un moment dans une branche, tu sais plus t'en es, tu peux sauter de branche, aller dans une autre branche, revenir. Donc tu as une vision globale de l'information et ça t'aide vraiment à ancrer l'information. Pour répondre à ta question, pourquoi vraiment ça t'aide en fonction des différentes mémoires, il faut que je te parle des intelligences multiples. Pour comprendre la puissance du mind mapping, il faut comprendre la théorie des intelligences multiples. T'es prêt? Allez. Allez, on y va. Généralement, à l'école, on est jugé sur 2 types d'intelligence. Soit tu as une intelligence verbo-linguistique. Généralement, au collège, lycée, on dit « Ah, mais t'es bon en français, t'es bon en maths, t'es bon en français, t'es bon en langue, en anglais, en espagnol, parfois aussi en histoire géo ou en philosophie. » Et donc, on va te catégoriser, on va dire « Ouais, toi, t'es un littéraire. » Et t'en as d'autres qui sont bons ou qui pensent être bons en mathématiques, en physique, en SVT. Et on va leur dire, ouais, t'es plutôt logico-mathématique, donc tu vas aller plutôt en scientifique.
c'est comme ça qu'il fonctionne aussi le test du QI, le quotient intellectuel. C'est connu. Ça te juge sur 2 types d'intelligence. Donc soit verbo-linguistique, soit logico-mathématique. L'inconvénient, c'est que si tu as les autres types d'intelligence, tu vas avoir une mauvaise note. On va penser que tu es bête. Tu vas penser que tu es bête. Quand tu penses que tu es bête, tu le deviens. Parce que si tu penses quelque chose de toi, tu vas tout faire pour le devenir. Que ce soit conscient ou inconscient. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Là, c'est encore autre chose. Alors qu'en vrai, plutôt, il y a une théorie qui explique qu'il y a 9 types d'intelligence. Donc finalement, on est tous intelligents. On est tous intelligents. Il faut juste savoir, toi, c'est quoi tes intelligences prédominantes. Dans les 9, donc il y a les 2 qu'on a vus, verbo-linguistique, logico-mathématique, mais il y a aussi visio-spatial. Il y a des gens, ils vont rentrer chez toi, ils vont voir toute la décoration. Ils vont s'imaginer cette décoration, mais pourquoi tu mets pas ici la table, pourquoi tu mets pas une lumière là-bas. Ça, généralement, c'est les architectes. En fait, ils ont une intelligence visio-spatiale. Pareil, il y en a, ils vont prendre un trajet, ils vont se rappeler du chemin retour. Ils se repèrent très bien dans l'espace. Ensuite, on a quoi d'autre? On a aussi l'intelligence kinesthésique. Il y en a, ils sont très bons manuellement. C'est des bricolos, ils arrivent à tout faire avec leurs mains. C'est une intelligence. Il y en a, ils ont l'intelligence musicale, plutôt l'intelligence rythmique. Donc eux, ils vont apprendre en utilisant des sons. Ou peut-être ils vont écouter une musique, ils vont la retenir très facilement. Il y a interpersonnel, ils sont à l'aise pour discuter avec les autres. Intrapersonnel, ils sont à l'aise pour parler avec eux-mêmes. Il y en a, ils sont très bons dans la nature. C'est aussi un autre type d'intelligence. Il y en a, ils ont l'intelligence existentielle. Ils se posent des questions. À quoi je sers dans ce monde? Est-ce que je suis en plus dans ce monde ou pas? C'est quoi mon rôle? Donc en fait, il y a différents types d'intelligence. Tu peux en avoir plusieurs. En fait, on en a tous on a un peu de tout, mais on en a des prédominantes. C'est pour ça que dans la formation sur la mémorisation, on commence par ce test-là, pour apprendre à se connaître. Et généralement, on en a 3 prédominantes. Et lorsqu'on les connaît, c'est vraiment une plus-value. C'est-à-dire que je vais utiliser cette intelligence pour apprendre ce que je veux apprendre. Et la carte mentale, je reviens à ta réponse, elle en utilise 7 sur les 9. Donc c'est pour ça qu'elle parle à beaucoup de personnes. Elle est très utile. Elle est en couleur, tu prends des notes, tu es dans un apprentissage actif et non pas passif. Tu vas en parler avec les autres. Tu vas utiliser toute une feuille blanche. Donc tu vas utiliser l'espace. Tu vas utiliser des mots, verbo-linguistiques. Tu vas mettre une logique que toi-même tu auras choisie. Donc logico-mathématique. Donc en fait, lorsque tu l'as fait, tu mémorises ce que tu es en train de faire. C'est pour ça que ça marche pas quand le prof il nous disait de recopier le pavé bêtement, écrit au tableau, et personne mémorisait en fait. Exactement. Le mieux c'est d'être dans un apprentissage actif où toi-même tu recherches l'information, toi-même tu crées ton cours. Et non pas pour avoir une bonne note, mais pour apprendre. Parce qu'à l'école, même quand on lit un livre, on le lit juste pour avoir une bonne note. Et en plus, quand tu es jugé sur ce livre, tu es jugé non pas sur ce que tu as appris, mais sur ce que tu ne connais pas. On part du principe, tu as 20, et à chaque fois que tu as faux, on t'enlève des points. Tu penses quoi du concept des notes, du coup? J'ai pas assez de réflexion dessus. Ouais. Il y a du bien, on en a un peu besoin. Ça peut nous motiver. En fait, pour moi, les notes, ça va exagérer ce que tu penses de toi. Si tu penses que tu es un élève intelligent et que tu as des bonnes notes, tu vas exceller. Si tu as des mauvaises notes, tu vas penser que tu es mauvais et tu vas rester dans cette case. Et donc, à chaque fois qu'il va avoir un contrôle, un DS, une interrogation, tu sais que tu vas avoir une mauvaise note, ça va juste baisser ton estime, ta confiance en toi. Tu auras moins envie d'apprendre. Donc, ça peut être très néfaste. Dans certains pays, ils ne me donnent pas de notes, ils donnent des appréciations. Je pense qu'on devrait noter sur ce qu'on connaît et non pas sur ce qu'on n'est pas, sur ce qu'on ne connaît pas. Il y a une méthode d'éducation, je crois, c'est en Russie, où les élèves ils choisissent un parcours, genre dès le plus jeune âge, par exemple mathématiques, s'ils sont bons dans ça ou s'ils veulent, et ils vont faire toute leur scolarité dans ça. Et du coup, c'est pour ça que je crois là-bas, il y en a qui sont très forts dans tel domaine, dans tel domaine. Et je pense que ça serait comme ça qu'il faudrait voir un peu la chose, quoi. C'est d'exceller dans un domaine plutôt que comme actuellement, on fait un peu de tout, quoi. On touche à tout. Et on fait des bacs généraux où on te demande de tout faire, quoi. C'est ça. Je connais pas cette méthode en Russie. De manière générale, c'est bien d'être spécialiste dans quelque chose. Ouais.
On est toujours, lorsqu'on est un spécialiste, on a plus de valeur. Après, est-ce qu'il faut le faire dès le plus jeune âge? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut laisser aussi l'enfant essayer, tâtonner, essayer d'apprendre, faire plusieurs activités, même en dehors de l'école, hein. Différents sports, différents loisirs, différentes activités, tester certaines choses pour voir ce qu'on aime. Généralement, ce qu'on aime, on va réussir à le développer. Il faut un côté, pour moi, il faut un côté de plaisir dans ce qu'on fait. Mm. Si on aime son travail, on n'a plus l'impression qu'on travaille. Mm. Si on est un enseignant et on aime partager, tu vois plus comme un travail. Et si tu es un étudiant et t'aimes apprendre, tu le vois plus comme l'école. Et tu crois à la passion qui est innée, enfin, qu'on a tous une passion dans un domaine, ou que justement elle se développe? C'est une bonne question. Je pense qu'on a tous une zone de génie quelque part, mais il faut réussir à la trouver. Ouais. Je pense que c'est pas si facile de la trouver. Et tout peut se développer. Pour moi, on peut aussi tout apprendre, mais il faut la curiosité. La curiosité, pour moi, c'est une des meilleures qualités. Malheureusement, lorsqu'on est petit, on dit la curiosité est un vilain défaut. Bon, moi, j'ai grandi avec cette phrase. Mais la curiosité est un vilain défaut, c'est dans un contexte. C'est de savoir ce que les autres pensent. C'est un peu, ça peut être négatif. Mais la curiosité dans l'apprentissage, c'est elle qu'il faut développer. Elle est positive. Ouais. De tout tester, quoi. Tout tester jusqu'à se trouver ce qu'on aime. Il faut tester au maximum. Et finalement, du coup, tu conseillerais quoi à l'audience qui regarde ça pour mieux apprendre? Apprendre d'abord à se connaître, apprendre à connaître son cerveau, parce que mine de rien, en fait, c'est lui qui gère tout. Donc, on nous a jamais donné la notice du cerveau. On dit, ouais, tu vas apprendre pendant toute ta vie, là, jusqu'à tes 18 ans, tu vas être à l'école, tu vas utiliser ton cerveau, mais on ne sait pas comment il fonctionne. Donc, pour moi, il faut commencer par comprendre le fonctionnement du cerveau, ce qu'il aime, comment il fonctionne, qu'est-ce qui le rend plus productif, au contraire, qu'est-ce qui est néfaste, parce qu'on n'a pas parlé de l'hygiène de vie. Le sommeil, la nourriture, l'activité, le sport, la lecture, tout ça, ça influence énormément en fait tes capacités cérébrales. Donc apprendre à connaître son cerveau, je pense que c'est la première chose. Et la deuxième, c'est toujours apprendre. Aimer apprendre. Être curieux. Une bonne curiosité. Et trouver ce qu'on aime et aller vers ce qu'on aime. Et pour finir, on n'a pas trop parlé de la gestion du temps. Vu que je sais que tu es dans le domaine. Du coup, pareil, tu conseillerais quoi pour mieux gérer son temps? Je sais pas, peut-être tu as des habitudes à faire tous les matins, une routine ou un truc comme ça? Il y a ça s'appelle le Miracle Morning. Ouais. C'est un livre que j'avais lu, que j'avais mis en pratique. Maintenant que je mets un peu moins, j'ai pris un peu de recul sur ça. Les habitudes, c'est puissant, c'est très puissant. C'est bien de mettre des habitudes, Il y en a qui des disent routines. qu'ils n'ont pas besoin de routine, d'autres ils ont une routine, tu sais, il y a plein de gens comme ça. Moi, je pense que quelles que soient les personnes, ce que la personne va faire, elle va dire que c'est la meilleure solution. On a tendance, c'est un biais cognitif, à dire que ce qu'on fait, c'est la meilleure solution. Donc c'est pour ça que c'est difficile de donner une opinion. Parce qu'en vrai, si on veut donner une opinion, il faudrait vraiment être neutre et faire un travail de recherche et voilà, donner en toute objectivité. En fait, il faudrait un travail scientifique. Moi, je pense qu'il faut tester d'autres choses. Teste le Miracle Morning, teste l'apprentissage le matin, teste le fait de dormir tôt, teste le Pomodoro, teste la visualisation, les exercices de respiration, la cohérence cardiaque. Teste-le, mais pas une seule fois, hein. Teste-le pendant 2 semaines. Teste les bruits blancs. Et après, tu te fais ton propre avis. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et après, sur la gestion du temps, on avait parlé du Pomodoro. Donc ça, c'est quand même super utile. Et moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est Google Agenda. En tout cas, un agenda. Noter ses rendez-vous, noter ce qu'on va faire. Avoir une to-do list gagnante, une bonne to-do list. Et la première chose à faire sur la gestion du temps, c'est savoir que le temps, c'est vraiment important. C'est la ressource la plus importante. Et c'est pas l'argent. L'argent, ça peut venir, ça peut partir. Le temps, nous, on est un nombre de jours. C'est la théorie des 30 000 jours. On dit qu'en 2025, en France, on vit en moyenne 30 000 jours. C'est entre 82 et 83 ans. Mais quand tu dis 82 ans, ça paraît beaucoup. Quand tu dis 30 000 jours, là, on passe une journée ensemble. Une journée sur 30 000 jours, c'est beaucoup en vrai. Et donc, on se doit de l'utiliser, de l'optimiser, que ce soit une journée utile. Donc, la première chose, c'est de savoir que le temps, il est important. Et que pour moi, en fait, le temps, c'est vraiment la ressource qu'on ne peut plus négliger.
ce qu'on fait, il faut être conscient que c'est vraiment important et que dans tous les cas, on est en train de perdre du temps. Mais ceux qui utilisent au mieux, c'est ceux qui patientent et ceux qui s'entraident dans le bien. Pour eux, c'est ceux qui ont compris l'importance du temps. Et donc, une fois que tu sais ça, ça aide. Ça peut paraître bizarre, je sais pas si tu vas le laisser, mais pour moi, la meilleure chose pour profiter de sa vie, c'est de penser à sa mort. Ouais, bien sûr. Oui, En fait, lorsque tu sais que quelque chose a une fin, eh ben, tu vas profiter. Bah oui. Si on te dit, là, tu as 1 heure pour manger à volonté dans ton resto préféré, tu vas le faire à fond. Si on te donne pas de faim, tu vas rester comme tu veux. Donc pour moi, se dire, vis comme si c'était ton dernier jour, profite vraiment au maximum, fais ce que tu as à faire. Et quand tu réfléchis comme ça, en fait, t'enlèves même les soucis. Ça sert à rien de s'embrouiller avec quelqu'un de sa famille ou avec quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, on va se quitter un jour ou un autre. Donc profite vraiment du moment présent, sans avoir la tristesse du passé et sans avoir la peur du futur. Sur cette citation, Voilà. merci d'être venu. Merci Cyprien.